Bonjour les amis. Nous avions entamé un chapitre que nous avions appelé la connaissance sensible. Parce que l'être humain qui doit s'adapter à son milieu doit connaître le milieu. Je peux connaître un milieu parce que je l'ai vu, mais on peut se poser la question, est-ce que cela est suffisant? Nous avons parlé de la sensation, nous avons parlé de la perception. Un objet extérieur que nous avons perçu ou un objet extérieur qui a provoqué en nous juste une sensation. Quel que soit le niveau de perception, sensation ou perception, nous allons stocker ce que nous avons vu dans notre mémoire. D'où l'importance du chapitre sur la mémoire. Ce qui est dans notre mémoire, nous pouvons nous le représenter alors que l'objet n'est pas là. C'est le chapitre sur l'imagination. Et dans notre effort de connaître, d'apprendre, eh bien, l'intérêt va jouer. D'où l'importance du chapitre sur l'intérêt. Nous avons insisté sur la perception visuelle parce que la perception visuelle permet à d'autres perceptions, des autres sens donc, de se développer aussi. Et que 80% de nos connaissances ont quand même à la base la perception visuelle d'abord. Aujourd'hui, je propose de parler de la connaissance intellectuelle, qu'on appelle aussi connaissance rationnelle. La connaissance intellectuelle ou rationnelle, c'est celle qui nous permet d'aller du concret vers l'abstrait. Alors c'est la raison qu'on appelle aussi la pensée ou l'intelligence tout court. Nous pouvons aborder l'intelligence sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'intelligence dans sa fonction d'adaptation. Le deuxième aspect, c'est l'intelligence dans sa fonction d'adhésion à la connaissance immatérielle. Commençons donc maintenant par l'intelligence. Comment est-ce que nous pouvons définir l'intelligence? Je vous donne un exemple. Vous marchez sur un sentier dans la forêt. Après avoir parcouru quelques kilomètres, il y a un obstacle auquel vous n'aviez pas pensé, une rivière qui coupe votre sentier. Mais cette rivière qu'on peut traverser à gué, ces jours-là, il n'y a pas moyen. Pourquoi? Parce que la pluie qui est tombée hier était tellement forte que la rivière a débordé. Et vous vous trouvez là devant un problème. Qu'est-ce que vous faites? Devant cette situation-là, on peut avoir des solutions différentes. Imaginez quelqu'un qui arrive là et il voit cette rivière qui a débordé. Il ne peut pas passer et il se dit « je rentre » et il rentre. C'est sa réaction. Un autre, lui qui arrive, il se met là en disant « j'attends que l'eau coule et que les niveaux baissent, quelle que soit l'heure. Hein. » Et il attend. Un autre qui dit « moi je veux quand même marcher malgré tout. » Et il entre dedans, le courant est tellement fort et on l'emporte. Un autre dit « je vais sauter ». Au moment où il dit « je vais sauter », il n'estime pas la largeur de la rivière qu'il pourrait comparer avec ses performances habituelles. Quand vous allez à l'école et qu'on dit on va faire les sauts en longueur, vous avez l'habitude de sauter combien de mètres? Alors imaginez que vous avez l'habitude de sauter juste 2 mètres. Vous n'êtes jamais allé au-delà. Et là, la rivière, elle fait 5 mètres. Est-ce que vous allez sauter? Ou alors quelqu'un arrive et dit « ah, j'ai trouvé une solution ». Comme il a une hache, il coupe un arbre et il jette sur la rivière, il voit que l'arbre arrive de l'autre côté. Il se rassure que c'est vraiment solide. Il marche dessus et il traverse. Un autre il dit « moi je vais nager », alors qu'il y a peut-être des crocodiles là-dedans. Un autre qui dit « moi je vais nager », alors qu'il ne sait pas nager. Donc bref, devant cette situation problématique, l'individu qui arrive là doit trouver une solution. Et selon la solution que vous aurez trouvée, nous pourrions déduire de votre degré d'intelligence. Donc l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation à des situations nouvelles, situations problématiques qui se posent à vous, qui demandent que vous puissiez analyser, comprendre le problème qui se pose là, envisager des solutions, choisir parmi les solutions que vous avez dans la tête la meilleure, l'appliquer et traverser. Ça, c'est l'intelligence. C'est pour ça que nous disons dans sa fonction d'adaptation. Vous avez trouvé une solution pour vous adapter. Un auteur, un psychologue du nom de Jolivet nous définit l'intelligence. Il dit « l'intelligence se caractérise nettement comme une fonction d'organisation mentale
qui se crée des instruments appropriés pour atteindre un objectif et qui met donc en œuvre les rapports entre les différents éléments de la situation afin d'arriver à trouver la solution. D'après Jolivet, l'intelligence se caractérise nettement comme une fonction d'organisation mentale qui se crée les instruments appropriés à une fin et qui, à ce titre même, saisit et met en œuvre des rapports. Ça, c'est la définition de l'intelligence. Lorsqu'un enfant vient au monde, il a du potentiel. Et ce potentiel, nous allons le développer au cours de l'éducation. Mais pour développer l'intelligence, quels sont les facteurs du développement de l'intelligence? Quels sont les différents facteurs? Le premier facteur, c'est l'hérédité. Quand je dis le premier facteur, c'est l'hérédité, je voudrais dire par là que lorsque nous venons au monde, nous apportons des potentialités avec nous. Et il y en a qui apportent un potentiel héréditaire riche, et vous en avez aussi qui sont démunis. Vous mettez au monde un enfant, vous voyez que dès l'enfance, il réagit de manière inhabituelle. Par exemple, si je prends l'exemple de la perception visuelle, au moment où, à 2 mois et 3 mois, l'enfant, il a un objet devant lui, il est capable de le regarder, et si vous déplacez, il est capable de vous suivre. Et lui, dès que vous faites ça, il regarde comme s'il n'a pas vu. Vous déplacez, ça ne lui dit absolument rien. Et quand il arrive à l'âge où il doit parler comme les autres enfants doivent parler, lui ne parle pas. Quand il arrive à l'âge où il doit se déplacer à 4 pattes, lui ne le fait pas. Et puis à la fin, vous vous rendez compte quand même que cet enfant n'est pas comme les autres enfants. Mais un enfant comme ça, c'est par l'hérédité, il apporte ça dans ses gènes. C'est pour ça qu'on dit, vous avez l'hérédité peut jouer. Vous avez aussi ce qu'on appelle le milieu. Prenons l'exemple de vrais jumeaux, c'est-à-dire des jumeaux inévitélins. Quand vous prenez l'exemple des vrais jumeaux, ils ont le même bagage héréditaire. Mais si vous prenez l'un, vous le mettez dans une famille, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, et un autre, vous le mettez dans une autre famille, je ne sais pas où, dans un petit village, eh bien, vous les reprenez 10 ans ou 20 ans après, ces enfants ne seront pas les mêmes du point de vue intelligence. Ils n'ont pas été dans la même école, ils n'ont pas été éduqués par la même personne, ils n'ont pas mangé la même nourriture, donc l'environnement dans lequel ils vont évoluer a aussi sa part sur le développement de l'intelligence. Nous avons aussi la maturation. Qu'est-ce qu'on appelle maturation? La maturation, ce n'est pas la maturité. La maturation, ça veut dire que quand vous voulez aider l'enfant à acquérir quelque chose, il faut que les organes ou les parties de son corps qui vont entrer en jeu pour l'acquisition de cette connaissance-là soient suffisamment mûres pour que l'enfant puisse apprendre quelque chose. Imaginez qu'on vous trouve en train d'essayer d'aider votre enfant qui n'a que 5 mois à marcher. Et même vous vous inquiétez, il a 5 mois, il ne marche pas. À ce moment-là, nous, on va se demander, mais monsieur, est-ce que ça va bien dans votre tête? Depuis quand est-ce qu'un enfant de 5 ans va marcher? Le squelette de l'enfant, les mouvements, la coordination des mouvements n'ont pas encore atteint une maturation qui lui permettrait d'apprendre la marche. Mais il y a aussi d'autres domaines où, à chaque chose, le moment arrive. La notion de maturation doit nous rappeler la notion de ce que nous avions appelé les périodes sensibles. Donc, à un certain âge, le corps est prêt à, l'organe est prêt à. Vous voulez retenir un texte, mais lisez-le plusieurs fois. Vous voulez apprendre à rouler à bicyclette, mais roulez plusieurs fois. C'est la même chose pour l'intelligence. Donc, l'apprentissage nous permet de développer l'intelligence. Quelles sont maintenant les étapes d'évolution de l'intelligence? Pour Jean Piaget, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'intelligence sensorimotrice. L'intelligence sensorimotrice caractérise un enfant de la naissance à plus ou moins 2 ans. Sensorimotrice. Donc, ce qui touche les sens et ce qu'il peut toucher et les mouvements qu'il peut faire. Sens et mouvement, sensorimotrice. Sens et motilité. Ensuite, nous avons l'intelligence préopératoire. Ça, c'est la période de 2 à plus ou moins 7 ans. Nous aurons aussi les stades des opérations concrètes. C'est de 7 à 11 ans. Et les stades des opérations formelles, de 11 à l'âge adulte. Voilà les étapes d'évolution de l'intelligence. Donc, intelligence sensorimotrice
où l'enfant va trouver une solution parce que tout est devant lui, il suffit d'arranger, etc. Il peut trouver. Donc, intelligence sensorimotrice de 2 à 7 ans. Et l'intelligence préopératoire, donc avant qu'il n'arrive à des opérations concrètes, il y a une autre phase qu'on appelle préopératoire. Et puis alors, la période des opérations concrètes, l'enfant alors 7 à 11 ans, le stade des opérations formelles de 11 ans à l'âge adulte. Comment est-ce que nous pouvons évaluer l'intelligence de l'enfant? Nous pouvons évaluer l'intelligence de l'enfant de plusieurs manières. Une première manière, c'est de l'observer. Vous regardez comment il réagit. Vous regardez comment il se défend. Vous regardez comment il essaie de trouver des solutions à son problème à lui. Vous pouvez déduire de son intelligence. Imaginez un enfant qui vient tellement démuni. Il est assis là. Et le danger vient vers lui. Ben, il ne saura même pas se défendre contre les dangers. Vous pouvez le voir qui crie, mais il ne lui arrive pas à l'idée de se déplacer, d'aller plus loin. Là, rien qu'en observant. Ou alors papa et maman sont avec leurs enfants en famille. Un jour, ils disent, tiens, on irait voir un peu un psychologue. Il dit, pourquoi? Mais tu as vu comment cet enfant réagit? Donc c'est en observant tout simplement. Ceux qui vivent avec lui observent et voient qu'il a des réactions qui ne sont pas adaptées à son âge. L'observation. Ou vous avez des examens, il va à l'école, il vous amène un bulletin, il n'a jamais de bons points. Il échoue tout le temps. Et quand il échoue tout le temps, eh bien, vous pouvez peut-être consulter un psychologue. Attention, on ne va pas tirer de conclusions hâtives. Hein. Un enfant peut avoir de mauvais résultats tout simplement parce qu'il est peut-être dissipé, il a un quotient intellectuel au-dessus plutôt que d'être en dessous. Alors il s'ennuie avec l'enseignant, il papillonne, son attention papillonne. Il est hyperactif. Il y a beaucoup de raisons, donc il ne faut pas vite tirer les conclusions. Et puis il y a aussi des tests. Des tests, c'est des épreuves standardisées qui visent à évaluer une aptitude, l'intelligence générale, etc. Ça, c'est des outils des spécialistes, des psychologues, des psychotechniciens qui ont ces tests-là, qui vont les soumettre aux enfants. Et quand les enfants vont répondre à ces tests, on va les comparer aux résultats obtenus par d'autres enfants avant celui à qui vous posez les tests. Alors, les résultats obtenus par un grand échantillon. Allez, je vais dire ça concrètement. On prend un test, on les soumet à plus ou moins 1000 enfants de tel âge. Ils vont donner un résultat. Ces résultats vont permettre de faire des étalonnages. C'est-à-dire, on va dire, les plus forts, ils ont eu autant entre ça et ça. Ceux qui viennent en dessous, entre ça et ça. Le moyen, ils ont eu entre telle note et telle note. En dessous de la moyenne, ils ont eu ça et ça. Les faibles ont eu ça et ça. Ceux qui sont vraiment en dessous de tout le monde, eh bien, et ils sont en dessous d'eux. Donc, ces classes existent déjà. On appelle ça étalonnage. Alors maintenant, le psychologue, il a déjà ça. Maintenant, quand vous venez avec l'enfant, il soumet à un test. Il soumet l'enfant à un test psychotechnique, par exemple. Et quand l'enfant a donné des résultats, on va prendre la cote qu'il a donnée, on va comparer avec la cote moyenne des enfants de son âge, et on va voir est-ce qu'il est au niveau, est-ce qu'il est en dessous ou est-ce qu'il est au-dessus. Donc, les tests nous permettent de mesurer l'intelligence. Deuxième point, toujours dans cette connaissance intellectuelle ou rationnelle, c'est la raison. La raison, c'est la pensée. La raison, c'est l'intelligence conceptuelle. Je vous l'avais dit, l'intelligence telle que nous venons de la définir, c'est dans sa fonction d'adaptation. Mais maintenant, l'adhésion à une connaissance immatérielle, là, nous parlons de la pensée, nous parlons de la raison, nous parlons de l'intelligence conceptuelle. Comment est-ce qu'on peut définir l'intelligence conceptuelle? La raison, c'est une fonction immatérielle par laquelle nous pouvons saisir la signification des choses, c'est-à-dire les relations entre les choses. Et les psychologues spécialistes de l'intelligence ont ramené cette intelligence conceptuelle à 3 opérations. La première, c'est ce que nous appelons la conception de l'idée. Ensuite, les jugements. Enfin, le raisonnement. La conception des idées, le jugement
et le raisonnement, voilà les étapes qui nous permettent de parler de la connaissance, de l'intelligence conceptuelle. Commençons par la conception de l'idée. Quand on dit idée, lorsque je dis à un ami, je vous présente ma maman. La maman que je présente là, c'est une maman qui est là. C'est la réalité, elle est là. Mais lorsque vous me dites, monsieur, à quoi vous pensez? Je vous dis, je pense à ma mère. Ma mère n'est pas là. C'est une mère qui est dans ma mémoire. Je vois l'image de ma mère. Mais attention, si je vous dis, pour un enfant, perdre sa maman en bas âge, c'est vraiment triste. Attention. Vous voyez, ces trois mamans dont je viens de parler, ma maman concrète, je vous la présente, elle est là, elle est habillée comme ça, elle a tel teint, elle est comme ça, elle est grande, elle est petite. Vous la voyez avec ses caractéristiques physiques. Et lorsque je dis je me représente ma maman, eh bien ma maman est là aussi dans ma tête des caractéristiques physiques. L'image a aussi des caractéristiques, se réfère à des caractéristiques physiques. Mais lorsque je vous dis, pour un enfant perdre sa maman, c'est vraiment triste. Cette autre maman-là, pour un enfant perdre sa maman, elle est habillée comment? C'est pas important. Elle a quelle taille? C'est pas important. Elle parle quelle langue? C'est pas important. Ce qui est important, c'est perdre sa maman. C'est vrai. Vous voyez cette maman-là, elle échappe à la description physique. Cette maman-là, c'est pas une maman qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Cette troisième maman dont je parle, c'est maman idée. Vous dites, tu vois cette maison-là? C'est la maison de mon ami. Voilà, la maison de ton ami, on peut la décrire. Tu dis, ah mais ma maison à moi, elle n'est pas comme ça. Ma maison à moi, je la vois dans la tête, elle n'est pas comme ça. Oui, elle n'est pas comme ça. Mais lorsque vous grondez votre petit frère qui a eu de l'argent, il n'a fait que boire, tu lui dis, mon ami, quand on a de l'argent, tu aurais dû construire une maison. Avoir une maison dans la vie, c'est une bonne chose. Eh bien, cette maison, la dernière là, c'est une maison idée. Définition, l'idée, c'est une représentation intellectuelle d'un objet. Donc l'idée, c'est une représentation intellectuelle d'un objet. Dans la vie, il vaut mieux avoir une maison. Maison, représentation intellectuelle. L'idée de la maison. Donc, nous pouvons distinguer maison, objet, maison, image et maison, idée. Alors, la représentation mentale, la représentation intellectuelle d'un objet, c'est ça qu'on appelle une idée. L'idée a deux caractéristiques. L'idée est abstraite et l'idée est générale. Quand on dit abstraite, ça veut dire que quand je dis c'est bien d'avoir une maison dans la vie, c'est pas forcément cette maison-là, c'est pas celle-là. Donc, c'est dans l'abstraction. C'est pas lié à un objet. C'est un peu comme on dit la couleur jaune. Est-ce que la couleur jaune existe? Les objets jaunes existent. Maintenant, tu as vu un objet jaune, un autre objet jaune, un autre objet jaune, et tu as une idée de jaune, c'est quoi? Mais ces jaunes-là que tu vois dans la tête, c'est une représentation intellectuelle. C'est une idée du jaune. Donc, deux caractères de l'idée. L'idée est abstraite. Donc, elle n'inclut pas les qualités individuelles ou sensorielles ou propres à chaque objet. Et deuxième caractéristique, l'idée est générale. Quand on dit c'est bon d'avoir une maison, ben une maison de manière générale. À étage, c'est pas ça qui compte. Sans étage, 3 étages, comme tu veux, une maison. On ne parle pas des caractéristiques physiques, non. Perdre sa maman, c'est vraiment triste. Ouais, ben, quelle maman? Pas la mienne, pas la tienne, mais une maman, de manière générale, voilà. Donc, général, ça veut dire s'applique à toutes les choses d'une même espèce donnée. Alors, comment est-ce que l'idée va se former? L'idée va se former lorsque nous faisons deux opérations. La première, l'abstraction, ensuite la généralisation. Quand vous irez enseigner à l'école primaire, un jour vous voulez enseigner une couleur, vous pouvez prendre un vêtement jaune. C'est quelle couleur ça? Jaune, très bien. Vous prenez un crayon de couleur jaune, et ça c'est quelle couleur? C'est jaune, ok, d'accord. Et vous montrez tout un tas d'objets qui ont la couleur jaune, etc. Et une fois que vous avez montré tout ça, jaune, à ce moment-là, vous demandez aux enfants de percevoir jaune
sans qu'il soit attaché à l'objet. De manière telle que, une fois qu'il voit dans sa tête jaune non attaché à l'objet, il peut maintenant l'appliquer aussi à d'autres objets. Alors, le fait de percevoir sans qu'il soit lié à l'objet, c'est ça qu'on appelle abstraction. Et la généralisation, c'est qu'on peut l'appliquer maintenant à d'autres choses. Que dire sur la classification des idées? Par la raison, nous connaissons les choses sensibles d'une façon abstraite. Exemple, cet objet est un crayon. Il sert à écrire. Mais vous avez aussi des idées qui ne sont pas carrément liées à des choses concrètes. Par exemple, lorsque vous dites la bonté, la science, la blancheur, les êtres spirituels, Dieu, les anges. Là, vous voyez, c'est des choses immatérielles que nous allons connaître de manière abstraite, mais qui sont déjà eux-mêmes immatérielles. Les choses abstraites comme la bonté, c'est quoi la bonté? On a déjà vu un homme bon, oui. Une femme bonne, oui. Ben, et la bonté, c'est quoi? Alors, maintenant, une autre classification, c'est du point de vue de leur contenu. Nous avons ce qu'on appelle les idées empiriques et les idées rationnelles. Quelle est la différence entre idées empiriques et idées rationnelles? Les idées empiriques expriment avant tout une expérience et ils dépendent étroitement de cette expérience. Alors ici, les sens sont très importants. Si nos sens sont défaillants, eh bien, nous risquons d'avoir des idées aussi qui ne seront pas toujours logiques. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle les idées rationnelles. Les idées rationnelles, c'est les idées proprement dites, c'est-à-dire représentation intellectuelle des choses d'après leur caractère strictement essentiel. C'est essence, ce qui fait que la chose est ce qu'elle est. Donc, du point de vue contenu, nous distinguons les idées empiriques qui vont dépendre de l'expérience et qui dépendent de cette expérience et les idées rationnelles qui expriment des réalités intellectuelles, qui voient les caractères intellectuels des choses. Du point de vue de l'objet signifié par l'idée, on distingue l'idée individuelle et l'idée générale. Nous abordons un autre point qui s'appelle le jugement. Je vous donne un exemple. Vous regardez une personne et vous dites, mon ami, je vous trouve très gentil, hein? Vous êtes bon, vous êtes un type bien. Voilà, mademoiselle, tu es méchante, hein? Monsieur, tu es méchant. Quand tu dis quelqu'un tu es méchant, il peut te répondre, sur quelle base tu peux me juger? Quand tu dis de quelqu'un, bah, il n'est même pas intelligent, c'est aussi un jugement. Juger, c'est affirmer ou infirmer quelque chose de quelqu'un ou de l'objet. Le jugement est la faculté qui saisit les rapports de convenance ou de disconvenance entre les idées ou les choses. Le jugement est la faculté qui saisit les rapports de convenance ou de disconvenance entre les idées ou les choses. C'est aussi l'opération par laquelle l'esprit affirme ou nie une chose d'une autre. Ou encore, c'est le contenu de cette opération. Et on peut conclure que le jugement est donc essentiellement comparatif. Tu n'es pas gentil, bah, c'est que tu compares avec ce que tu estimes être les critères de la gentillesse. Tu es très belle, c'est que tu as les canons de beauté et tu trouves que mademoiselle remplit cette condition-là. Donc le jugement est essentiellement comparatif. Affirmer ou infirmer quelque chose de quelqu'un. Rapport de convenance ou de disconvenance entre les objets et les idées. Est-ce que c'est important le jugement? Mais oui, mais oui. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, vous arrivez, il y a une rivière à traverser. Et vous dites, voilà, je vais couper un morceau de bois que je mets en travers de la rivière et je vais marcher dessus. Très bien. Mais vous allez devoir voir la longueur de l'arbre que vous voulez mettre, que vous allez comparer avec la largeur de la rivière. Et vous pourriez dire,
ce bois ne conviendra pas. Ce bois est plus petit que la largeur de la rivière. C'est une comparaison, c'est un jugement. Mais si quelqu'un prend un bois, il met, il commence à entrer, puis, ou bien le bois est tellement mince que dès qu'il met le pied dessus, il tombe. Il dit, mais tu ne pouvais pas juger, voir que ça c'était trop petit. Donc jugement, c'est vraiment comparé, quoi. Alors, c'est important donc de juger. Dans le domaine intellectuel, c'est ce que je viens de vous expliquer. Dans le domaine moral, oui. Quand vous avez quelqu'un qui a son salaire, au lieu d'aller chez lui à la maison, payer les études de ses enfants, payer les loyers, acheter à manger, lui il va boire, etc. Bah, vous allez vous dire, mon ami, votre jugement, il est où là? N'oubliez pas le chapitre sur la tendance. Vous êtes là, il y a des objets qui vous attirent. Et il y a en vous une énergie, une tendance tellement grande qu'elle va forcément vous amener vers la boisson. On va dire le jugement est altéré. Vous n'êtes plus normal. Mais si vous étiez un homme normal, vous auriez pu voir que payer votre loyer, c'était prioritaire que d'aller boire. On peut classifier aussi les jugements en deux sortes. Jugement a priori et jugement a posteriori. A priori, c'est-à-dire sans aucune expérience, vous dites des choses à l'avance. A posteriori, vous attendez quand même d'avoir fait l'expérience avant de poser votre jugement. Jugement a priori ou rationnel. Par simple comparaison de deux termes, il n'y a pas intervention de l'expérience. Ça, c'est le jugement a priori ou jugement rationnel. Vous comparez deux termes et vous tirez la conclusion. Ou alors, le jugement a posteriori ou empirique. Celui-là, il exige un recours préalable aux faits. Le jugement contient trois éléments. Un sujet, un prédicat, une affirmation ou une négation. Lorsque vous dites « Paul est gentil », Paul, sujet, gentil, prédicat, et affirmation. Vous pourriez dire le contraire, Paul n'est pas gentil, négation. Ça, c'est le jugement. Quelles sont maintenant les étapes? Les étapes de la pensée humaine. Notre pensée, elle a des étapes. Comment ça fonctionne? Eh bien, nous avons d'abord la connaissance concrète ou la connaissance sensible. Elle est commune à l'homme et l'animal. C'est une première connaissance. Elle est produite par nos sens. Elle est indispensable aux autres connaissances qui viendront. Vous ne pouvez pas connaître si au départ vous n'aviez pas vu. C'est pour ça que nous avons dit que les sens sont des portes par lesquelles les connaissances vont entrer. Donc, première étape de notre pensée, c'est d'abord la connaissance sensible. Ensuite, nous avons la formation des idées par l'abstraction et la généralisation. Ensuite, nous aurons les jugements. Attention, le jugement sera exprimé par la phrase. Un jugement est exprimé par une phrase. Et enfin, viendra le raisonnement. Le raisonnement est exprimé par un discours. Lorsque vous dites « la journée est belle », c'est un jugement. C'est une phrase. Lorsque vous dites « les hommes sont mortels », c'est aussi un jugement. Or, Jacques est un homme, c'est aussi un jugement. Donc, Jacques est mortel. C'est un jugement, mais l'ensemble, ça fait un discours. Donc, un discours, c'est l'enchaînement des jugements pour dégager un autre jugement qui n'était pas visible au premier abord. L'homme est mortel. Or, un tel, c'est un homme. Donc, il est mortel. Pourquoi il est mortel? Parce que il est l'homme. C'est caché dans l'homme. Donc, faites attention. Le jugement, c'est par une phrase. Le raisonnement, c'est par un discours. Raisonner, c'est tirer un jugement nouveau de la comparaison d'autres jugements. C'est tirer une vérité que l'on n'aperçoit pas immédiatement de l'examen d'autres vérités connues. C'est ça qu'on appelle raisonner. Alors, forme de raisonnement, nous avons ce qu'on appelle la pensée discursive. C'est la pensée en mouvement qui fait des détours pour atteindre l'objet. Nous avons ce qu'on appelle la pensée intuitive qui appréhende directement certaines vérités, des axiomes ou des principes premiers. Forme de raisonnement discursive ou intuitive.
Le raisonnement par induction. Vous partez des exemples pour tirer la règle. Vous avez raisonné par induction. Et si vous partez maintenant de la règle pour appliquer à des cas particuliers, on va appeler ça la déduction. Et vous allez voir que maintenant, quand nous discutons avec les gens, dans des débats, vous allez voir que parfois on ne s'entend pas. Il y en a qui vont élever les tons. Pourquoi nous allons élever les tons? Parce que parfois, quand nous discutons, nous faisons des erreurs. Même avec la bonne volonté, on peut faire des erreurs. Alors, quelles sont les causes de l'erreur? Du point de vue logique, cela peut être dû à l'imperfection des sens. Vous entendez mal. Et quelqu'un vous dit, voilà, moi j'ai entendu un grand bruit. Vous dites, non, c'est pas vrai. J'étais là moi aussi. Oui, mais vous entendez mal. Vous ne le savez pas, vous. Allez voir un peu à l'hôpital, peut-être qu'on va vous dire quel est votre degré d'acuité auditive. Ou alors vous avez des associations désordonnées. N'oubliez pas, nous avions dit, quand on dit garage, vous voyez voiture. Quand on dit grand, vous voyez petit. Mais si on dit garage et vous voyez palmier, là, vous avez un problème, vous faites des associations désordonnées, il y a un problème. Ou alors vous êtes dans la précipitation ou dans l'irréflexion. Ça fait partie des causes objectives. Ou alors, il y a des lois physiques que vous ne connaissez pas. Ou alors votre imagination est déréglée. Ou alors vous faites un témoignage sans esprit critique. Non, vous faites une confiance aveugle au témoignage des gens. Ou alors la vérité elle-même, elle est difficile. Voilà les causes qui peuvent nous amener à faire des erreurs. Ça, c'est du point de vue logique. Alors que du point de vue moral, eh bien, il peut y avoir de l'amour propre. Vous avez une estime de vous qui fait que quand vous jugez les autres, eh bien, vous êtes toujours au-dessus, vous ne savez pas faire un esprit critique, etc. L'amour propre, l'ignorance ou la paresse, ou l'intérêt ou la passion, ou même la mauvaise volonté. On peut y ajouter les influences du milieu, la coutume, les préjugés, les chauvinismes, l'esprit de coterie qui entraîne la partialité. Alors comment remédier à l'erreur? Eh bien, c'est avoir de l'honnêteté intellectuelle, savoir nous méfier un peu de nous-mêmes, réfléchir, savoir suspendre son jugement en attendant que l'évidence se fasse, avoir de l'énergie pour soutenir la réflexion, la volonté d'y arriver aussi, et être impartial.